Oui, le lancement a eu lieu chez Merck pour deux raisons. D'abord parce que les gaufres, ils sont excellents. Et la seconde, plus importante, c'est que Louis-Marie Cordonnier a imaginé, conçu, décoré le Family Tea, qui est un salon de thé qui s'est ouvert en 1906 chez Merck, alors qu'il travaillait en même temps au Palais de la Bourse et à l'Opéra. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qu'on croit savoir où il est, et il est encore ailleurs. L'infatigable bâtisseur, infatigable, et pas parce que vous voyez en bas de la couverture, d'abord vous le voyez au travail, il est tout le temps au travail, sûrement, et en bas vous voyez le nombre de communes dans lesquelles il est intervenu. On a recensé pour l'instant 22 communes où il est intervenu pour créer un ou plusieurs bâtiments. Bâtisseur, vous allez voir que, et c'est ça un petit peu le but de notre présence ici, c'est de montrer que c'est un architecte, mais que c'est peut-être bien plus qu'un architecte, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la création d'une identité régionale à Comines, et bien sûr dans bien d'autres sites de la région. Donc je vais vous proposer c'est pas une conférence, plutôt un exposé ou même un voyage sur les traces de Louis-Marie Cordonnier à travers une vingtaine d'images. Tim va m'aider, j'espère qu'il ne va pas se tromper dans l'ordre des images, ou qu'il n'a pas glissé des dessins, ce qui est possible, c'est sa spécialité, ces dessins. Donc, hop, voilà, je vous présente d'abord un homme très distingué. Voici Louis-Marie Cordonnier, l'arrière-grand-père de Benoît, en majesté, très impressionnant. Dans sa tenue d'académicien, membre de l'Institut, c'est un homme honoré, médaillé, célébré, récompensé, associé à de très fortes responsabilités multiples. Comme vous le voyez, c'est une figure un peu hiératique, un peu engoncée, plus imposante qu'attirante, impressionnante, un peu lointaine, un peu datée, un peu 19e siècle. Et pourtant, ça c'est une salle de récréation au collège de la Providence d'Amiens. Bon, je passe cette image parce que Louis-Marie Cordonnier a été élève pendant quelques années à la Providence à Amiens. Benoît y reviendra tout à l'heure. Et à l'âge de 70 ans, il est revenu à la Providence et devant des jeunes collégiens, lors d'une distribution des prix, il a fait le discours suivant. Comme vous, mes petits amis, je me suis assis sur les bancs de la 6e et vous voyant, il me semble y être encore. Je me contentais du moindre effort, et sans peine et sans souci, je suivais le courant de la classe, me laissant au besoin emporter par lui. En un mot, je me laissais vivre et j'en faisais le moins possible. Fâcheuse disposition pour quiconque est à la veille de devenir un homme. On croit rêver quand on a vu tout à l'heure le nombre de décorations et quand on a vu le nombre de communes dans lesquelles il est intervenu. Mais ces propos sont confirmés dans une lettre assez terrible, celle que Jean-Baptiste Cordonnier, son père, architecte à Haubourdin, homme honnête et travailleur, avait envoyé à son fils alors âgé de 13 ans. « Mon cher Louis, je vois avec peine que tu n'as pas encore changé. L'absence de toute bonne note en est la preuve. Hélas, mon ami, comme tu fais fausse route. Si tu pouvais voir comme moi l'ornière dans laquelle tu te traînes, tu changerais bien vite de conduite. Comment ne vois-tu pas que tu manques de courage et d'énergie et que l'apathie et la mollesse t'empêchent de te relever ?» Incroyable. L'image suivante, voilà. Pas besoin de vous dire où a été prise cette photo, ce sont sûrement les bâtiments les plus photographiés de la région, les plus repérés, les plus filmés. Des milliers et des milliers de touristes, de visiteurs le font, il suffit de gagner le cœur de ville pour le voir. Deux bâtiments très différents l'un de l'autre, l'un dans le style néo-flamand, l'autre très classique, fait par le même homme en un point stratégique de la capitale régionale. Ils sont incontournables. Mais, tu peux passer l'image suivante, mais si Louis-Marie Cordonnier est l'homme des beffrois, qu'il est une sorte de géant qui domine le paysage régional dans plusieurs points, est-ce qu'on le connaît vraiment ? C'est plus un nom qu'une personne, une sorte de célébrité qui est installée dans notre paysage. Comme un beffroi très imposant, un géant, mais sur lequel on a peut-être oublié de se poser davantage de questions. L'image suivante, c'est une caricature de Louis-Marie Cordonnier. Elle est faite au moment où il travaille, où il est très connu, où il est vraiment
célébré, encensé, mais aussi de temps en temps asticoté dans les colonnes des journaux régionaux. Si on va vers notre époque moderne ou post-moderne, eh bien la caricature a été beaucoup plus sévère. Et ce qui est étonnant, c'est de découvrir ce qui a pu être écrit par des spécialistes sur ce grand architecte Louis-Marie Cordonnier. Je vais juste prendre un exemple, c'est Odile Le Save, responsable de la bibliothèque d'architecture de Lille, qui à un moment où elle fait une longue étude sur, enfin une étude, incomplète mais longue, et une étude sur tout ce qu'il a pu faire dans la région, elle aboutit à la conclusion suivante: une image fossilisée et passéiste, elle parle de lui, et elle décrit un bâtisseur oscillant entre restitution archéologique et souci de création régionaliste, manquant de cette audace de génie, de cette capacité d'adaptation qui aurait pu le consacrer réellement comme architecte, non seulement de renom, mais surtout novateur. Incroyable. Incroyable. Bref, Louis-Marie Cordonnier, c'est un homme qui a été encensé, mais aussi dédaigné et réduit, pas assez étudié, surtout par les spécialistes des beaux-arts de l'architecture. On était à Caudrière et un spécialiste nous expliquait bien à quel point les architectes, les artistes qui ont travaillé au XIXe siècle, notamment à la fin du XIXe, au début du XXe, ont pu être dédaignés, méprisés au nom des élans modernistes qui nous valent aujourd'hui des architectures, des bâtiments qui ne racontent plus rien, qui ne sont plus l'expression de leur territoire. Justement, certains architectes et des esprits plus modernes comprennent l'intérêt de Louis-Marie Cordonnier. C'est le cas de Philippe Prost. Philippe Prost, c'est lui qui a créé l'anneau de la mémoire. L'anneau de la mémoire se trouve en dessous de la basilique de Lorette et de la tour lanterne. Et Philippe Prost, quand il a travaillé à l'anneau de la mémoire, il a respecté la basilique, il a conçu son anneau presque en réponse un petit peu à la basilique de Louis-Marie Cordonnier. Et quand il a vu l'œuvre de Louis-Marie Cordonnier, voilà ce qu'il nous en dit. S'il était né à Paris, il aurait déjà eu droit à sa grande exposition, il serait bien plus connu, c'est sûr. Il est temps qu'on le reconnaisse comme il le mérite, mais on le rattache à des architectures historicistes qui ont été longtemps dénigrées. En architecture, vous savez, on a souvent été très pressé de tuer le père. Alors, on peut passer à l'image suivante. Voilà, c'est la basilique. Et de la basilique, Philippe Prost dit ceci: la basilique a l'apparence d'une architecture néo-byzantine assez marquée, mais quand je suis monté en haut de la tour lanterne qui se trouve à côté, c'est là que j'ai eu le choc. Cette structure de béton qui imite la pierre à la perfection, ce tour de force technique, cette élégance et cette pureté de la construction. D'un côté, l'évidence de cette structure. D'un autre, tout un travail d'ornementation, de dessin dans les détails, à caractère néo-byzantin. À double face, cet architecte, il manie très bien les codes de l'histoire de l'architecture, mais il se veut innovant, progressiste. On peut passer à... Ça, c'est une interruption de la conférence par un dessin humoristique. C'est un hommage de notre dessinateur à Philippe Prost, qui enfin redécouvre un architecte qui était célèbre en son temps, qui a été oublié et qu'aujourd'hui on essaie de revivifier. Si vous n'avez pas compris le dessin, vous pourrez demander tout à l'heure à Tim des explications. Alors justement, c'est pas tout, parce que Philippe Prost, il a travaillé aussi à Lille au Palais de la Bourse, à la rénovation de la grande entreprise de rénovation du Palais de la Bourse. Et c'est pareil, voilà ce qu'il dit du bâtiment dans lequel il a œuvré. Il évoque la formidable capacité à utiliser des matériaux ou des moyens nouveaux, le béton armé, la charpente métallique qui soutient le dôme de verre, la grue la plus moderne à l'époque, mais aussi le goût du dessin, des détails, des ornements. On devine une très grande dextérité vis-à-vis de l'histoire, comme une envie de dominer son temps. Voilà ce qui a motivé nos recherches, vous voyez, c'est de repartir à la découverte de quelqu'un dont on a peut-être oublié ou sous-estimé l'envergure, même quelqu'un auquel on s'est peut-être un peu trop habitué dans sa juste dimension, dans sa seule dimension des défauts. Et tout d'abord, qu'est-ce qui l'a amené là, dans le bureau de la rue du Marais, au cœur du Vieux-Lille? Son père, Jean-Baptiste, est architecte et même président de la Société des architectes du Nord. Alors, on peut penser que le destin est tout tracé pour le bébé qui naît à Haubourdin le 7 juillet 1854.
Pas du tout. Benoît vous expliquera tout à l'heure à quel point la vocation d'architecte est venue soudain, d'un coup, après de multiples hésitations et réflexions. On va voir maintenant Louis-Marie Cordonnier en famille, à la maison, lors d'un repas. On passe à l'image suivante qui va... Voilà. Cet homme-là, qu'est-ce qui fait qu'il devient un architecte si entreprenant? Moi, je pense qu'au retour des Beaux-Arts à Lille, je laisse à Benoît le soin de parler du passage aux Beaux-Arts à Lille et de son professeur. Alors, quand il revient des Beaux-Arts, il a évidemment le sens de l'observation, la sûreté du dessin, l'instinct graphique, la capacité d'assimilation. Il s'est vraiment passionné pour toutes les architectures, de toutes les époques, de tous les pays. On en a la preuve aux archives départementales, c'est des très grands cahiers dans lesquels il a collé comme ça des éléments italiens, grecs, orientaux, etc., pour y trouver de l'inspiration. Mais s'il a conquis son envergure, c'est bien sûr grâce à son talent, à sa formation, mais c'est surtout à l'expérience qu'il va avoir sur le terrain. Et puis, je crois, à un lien extraordinaire avec sa région. C'est une région, quand il revient au Bourgogne, c'est une région qui est dans un essor incroyable. Le Nord, c'est l'atelier de la France avant la Grande Guerre. C'est une région où les liens entre l'art, la science et l'industrie sont fort développés, où une élite est très active. En fait, on sort des carcans dans tous les domaines, c'est l'aviation et la voie ferrée, l'essor de la mine et du textile, les découvertes liées à la santé, les multiples technologies engendrées par la révolution industrielle, le formidable développement urbain. Donc, Louis-Marie Cordonnier, c'est le fils de Jean-Baptiste, mais c'est aussi le contexte, l'enfant d'un contexte, d'un territoire. On a vu, il faudra peut-être revenir à son portrait, voilà. L'enfant d'un contexte, d'un territoire qui est porté par l'élan incroyable de sa région, mais qui est lui-même doté d'une énergie débordante. Dans une revue hollandaise, un stagiaire hollandais qui a travaillé un moment dans son cabinet à Lille, on est heureux d'avoir trouvé ce témoignage parce qu'on en a peu sur comment il travaillait, comment il s'organisait dans un cabinet qui a pu compter jusqu'à 30 ou 40 personnes. Et on a ce témoignage, donc on a trouvé dans une revue hollandaise. Voilà ce qu'il disait de son patron. Chez lui, il n'existe qu'une chose, agir. Agir par le travail, toujours travailler. Travailler avec persévérance jusqu'à fatiguer son entourage. Un courant partant de lui vous entraîne. De sa physionomie sévère, il nargue l'entourage mélancolique. Pas de place pour la mélancolie, pour la faiblesse. Tout en travaillant infatigablement, il semble ne rien apercevoir. C'est un plaisir d'être auprès de lui, on s'y sent à l'abri, tout comme l'arbre dont la ramure vigoureuse vous donne l'ombre qui protège contre le soleil brûlant de la vanité. L'influence ranimante et réconfortante ne vous échappe pas. Autrement dit, le fantaisiste de la Providence, qu'on a découvert tout à l'heure, s'est transformé en bourreau de travail. Pourquoi? Benoît y reviendra tout à l'heure, mais sûrement le désir d'être reconnu par ses parents à sa juste valeur, et puis, je vous le disais, l'accord foudroyant d'une personnalité hors norme avec l'identité d'un territoire. Donc, on voit maintenant le beffroi de l'Osse, qui est le premier vrai travail de Louis-Marie Cordonnier, le premier qu'il va signer personnellement. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître qui va être immédiatement repéré. Il culmine à 37 mètres, c'est un chantier très rapide puisque la première pierre est posée en janvier 1883 et que la fête d'inauguration a lieu en août 1884. Ce beffroi, il pousse dans un territoire qui est en plein essor. L'usine sulfurique Kuhlmann, la distillerie Flourens, l'imprimeur Léonard Danel, les filatures Thirier, quantité d'ateliers. On est obligé de relier ce beffroi et cette volonté d'ambition affichée à cette activité. Quand il construit ça, Louis-Marie Cordonnier a moins de 30 ans, et il va avoir droit à 2 pages, à 2 fois à la couverture de la revue Le Nord illustré.
2 fois en couverture le beffroi. Et dans cette revue, on dit qu'on parle d'un joyau que l'on vient voir d'un petit peu partout. Alors c'est un joyau, mais c'est aussi un symbole, parce qu'il se trouve qu'au moment où il construit le beffroi de Los, c'est la loi de 1884 qui vient d'accorder plus d'indépendance financière, administrative aux communes et à leurs élus. Donc les élus ont moins peur de s'engager dans des projets et ils ont envie d'exprimer l'autorité, l'autonomie communale. On trouve la même ambition, mais plus déployée à Dunkerque, qui est une ville en plein essor elle aussi, donc voilà un nouvel hôtel de ville. Elle aussi, le chantier va être plus impressionnant. La correspondance entre le maire, qui s'appelle Alfred Dumont, et l'architecte commence en 1894. Donc vous voyez, 10 ans après Los. Et la première pierre est posée en 1897. Alors qu'est-ce qu'on souhaite? Les élus dunkerquois, ils souhaitent vraiment un bâtiment central, emblématique, qui manifeste ouvertement l'essor de la ville, mais aussi leur autorité début. Le port est en plein boom à Dunkerque, juste un chiffre. Le trafic de marchandises est passé de 260 000 tonnes en 1850 à 2 923 000 en 1900. Les laines, les nitrates, les engrais, les minerais de fer, le zinc, le sucre, le charbon. Et puis il y a les 80 goélettes de pêche à la morue, et puis il y a Malo-les-Bains qui devient une cité, une station balnéaire. Vous voyez, Louis-Marie Cordonnier, il est fondamentalement, viscéralement lié à une période d'essor extraordinaire de la région. Alors, l'inauguration officielle a lieu en 1901. Alors, non seulement le président de la République française, Émile Loubet, est là, mais il se trouve que le tsar de Russie, Nicolas II, est également présent dans la ville de Dunkerque au moment de l'inauguration. Donc, ce beffroi à vocation régionale, régionaliste, il a tout de suite une dimension nationale et même internationale. On a tort de réduire Cordonnier à uniquement une dimension néo-flamande. Vous voyez, Dunkerque, donc dès 1901, il est dans un paysage beaucoup plus large, avec une envergure beaucoup plus forte. On revient à Lille, où donc, avant la Grande Guerre, 2 chantiers très importants. C'est un extraordinaire doublé à Lille, juste avant la Grande Guerre. Alors c'est pareil, il travaille dans une cité qui est en pleine révolution urbaine, puisque Lille sort de ses remparts, en annexant les communes voisines de Oisel et Caen. Et la ville va passer de 75 000 à 220 000 habitants. Donc pour les élus et pour les décideurs, il s'agit à la fois de conforter et d'aérer le centre tout en s'ouvrant vers l'extérieur. Donc il y a la logique de bâtiment fort, mais il y a aussi, vous le savez, derrière le boulevard Carnot et l'ouverture vers le grand boulevard, donc avec une espèce de vision déjà un peu métropolitaine de la situation. Donc, 2 réalisations magistrales, l'une sous le signe du commerce et de l'industrie, l'autre sous le signe de la vitalité artistique. Décidément, LMC a le génie de se trouver là où il faut pour marquer les esprits. C'est-à-dire que ça semble évident quand c'est fait, mais ça veut dire qu'il était très au courant de ce qui se tramait en ville, il développait les liens avec ceux qui étaient dans l'innovation, et voilà comment il réussit à s'imposer. Alors ce dessin a un sens, parce que côté bourse, Louis-Marie Cordonnier, il travaille avec les gens de la Chambre de commerce, tout se passe bien, sauf qu'il faut réviser à plusieurs fois le projet pour des problèmes budgétaires, etc. Mais le chantier se déroule très bien. Par contre, du côté de l'opéra, c'est un concours, et lui, il a vraiment envie de participer au concours. Il y a eu l'incendie du théâtre qui se trouvait au centre de Lille, la construction du Sébasto, mais les élus veulent un grand opéra, donc il y a un jury. Mais lui, comme il est jugé par beaucoup comme un peu encombrant, déjà trop présent en ville, il a peu de chance, il sent qu'il a peu de chance de gagner le concours. Donc il va utiliser une ruse extraordinaire, il présente un premier projet qui ressemble vraiment à ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire un opéra avec un beffroi. Et là, je ne peux pas vous montrer l'image de l'opéra avec un beffroi, on ne l'a pas retrouvé, on ne sait pas où elle est, peut-être a-t-elle été déchirée, parce que ce premier projet est forcément repoussé,
Mais il présente un second projet, avec un projet qu'il a réalisé avec l'aide d'étudiants des Beaux-Arts de Paris. Et celui-là est beaucoup plus classique, inspiré par Garnier, c'est donc l'opéra tel qu'on le connaît. Et il gagne le concours. Ses concurrents sont verts de rage, il publie des pétitions dans les journaux en disant mais enfin, il n'a pas publié tous les détails de son projet, on ne comprend pas comment on va aux toilettes, enfin ils essaient de lui trouver des défauts, il n'en trouve pas, finalement c'est l'opéra tel qu'il l'a conçu qui sera construit, un opéra qui à l'époque est déjà considéré comme le plus beau des projets présentés et qui encore aujourd'hui par la directrice Madame Sonrier qu'on a rencontré, elle dit c'est un bâtiment qui vibre encore, c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez eu la chance, l'occasion de visiter les intérieurs de cet opéra, c'est tout à fait magnifique et à l'opéra comme au Palais de la Bourse, si on entre dans les intérieurs, on a le choc de tous ceux artistes ou artisans qui ont été mobilisés par Louis-Marie Cordonnier pour magnifier les intérieurs, pour leur donner une esthétique, un raffinement. Donc c'est à la fois, vous voyez à partir de là, vous voyez que c'est à la fois un urbaniste, c'est quelqu'un qui va regarder ses projets jusqu'aux éléments les plus détaillés, les plus concrets, et qui en plus va associer quantité de personnes à ses projets. Donc c'est quelqu'un qui, au-delà d'être infatigable, a une envergure et une capacité de travail phénoménale. Donc, vous vous souvenez de l'image où on le voyait tout à l'heure, un peu bardé de décoration, je crois qu'il faut plutôt l'imaginer là où il est là, c'est au cœur du chantier du Palais de la Bourse, comme un homme qui essaie de tout contrôler d'un chantier, de A à Z, d'être présent à la fois pour les méthodes de construction, mais aussi pour la décoration, le design, etc. Et cet homme-là, qui est au centre de la photo, il prend soin aussi d'être bien photographié. Si on regarde bien, là je ne sais pas si vous pouvez vraiment discerner ça, mais il y a des gens de son équipe qui sont disposés ici et là de façon à constituer une très belle image. Bon, c'est quand même une image qui remonte au tout début du XXe siècle, c'est-à-dire à quel point il avait une vision globale des choses et qu'il savait aussi communiquer sur son travail et sur ses changements. Changement de décor, on prend l'air et on se retrouve au Touquet Paris-Plage, puisque là aussi, il va faire preuve de son sens de l'innovation et de sa dimension d'aménageur et d'urbaniste. Il est d'abord au Touquet, donc, auprès de John Robinson Whitley, un homme d'affaires anglais passionné d'entente cordiale et de vie au grand air. À partir de 1895, il est impliqué dans cet important projet qui est décrit dans une brochure prestigieuse qui annonce tout ce qui va être fait. Les plans sont signés par Garnier, l'architecte français Garnier, et par un architecte anglais. Et si on ouvre cette brochure prestigieuse qu'on a pu retrouver, on voit qu'il y a des tas de photos. Alors la station n'est pas construite du tout. Il y a des tas de photos qui montrent les environs tels qu'ils sont, sous un aspect évidemment de mise en valeur. Et ces photos, si on regarde bien, elles sont signées Louis-Marie Cordonnier. Donc il est déjà, lui, associé à ce projet, mais l'entente cordiale va battre de l'aile, comme c'est toujours compliqué, vous le savez, avec les Anglais. L'entente cordiale bat de l'aile, donc du coup, le projet ne voit pas le jour. Par contre, entre 1891 et 1896, Louis-Marie Cordonnier a quand même le temps d'y construire au Touquet 5 villas très typées. Des villas qui sont à la pointe de l'esprit du temps, qui rêvent de loisirs, de grand air, de fantaisie, mais aussi d'intérieurs solides et cossus. Ensuite, on peut passer à l'image suivante. Louis-Marie Cordonnier, en fait, il suit Whitley. Le Touquet, il construit quelques villas, le plan est abandonné, mais il suit Whitley qui achète 500 hectares de terrain à Ardelot et alentour en 1905. Rebelote, non seulement il va dessiner les plans de la nouvelle cité balnéaire, mais il va y construire 36 villas. 36 villas. C'est Benoît qui a réussi à faire le compte exact. Pas facile, puisque hélas, une grande partie de ces villas ont été ravagées par la Seconde Guerre mondiale. Il en reste heureusement. Une fois de plus, il est de son temps, proche des pionniers, épris de progrès et de bien-être,
Alors Ardelot, c'est l'occasion de signaler qu'il construit la villa de Louis Blériot, il connaît bien Louis Blériot, de dire qu'il a un projet de station d'épuration qui se concrétise en lien avec Calmet, et que par ailleurs, il construit un pavillon qui est une sorte de café très plat avec des tubulures métalliques, et ça il le fait en lien avec Gustave Eiffel. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on suit Cordonnier à la trace, on tombe sur des découvertes étonnantes qui toujours amplifient son envergure. On passe à une période terrible qui est évidemment la Grande Guerre. Vous en avez parlé pour Comines tout à l'heure. Ça, c'est un formidable tournant dans la vie de Louis-Marie Cordonnier. L'homme célèbre va devenir un militant acharné, le traditionnaliste va se transformer en reconstructeur, le chef de chantier va devenir le défenseur de tout un territoire. Avant-guerre, alors si les beffrois de Cordonnier sont tout droits, s'élèvent tout droit, lui il penche plutôt à droite. Avant-guerre, l'affaire Dreyfus, les anti-congréganistes le poussent vers des mouvements où l'on célèbre l'ordre, la patrie, l'armée. C'est ainsi qu'il se radicalise un peu, il passe des républicains indépendants aux côtés de Charles Belson, futur maire de Lille, assez célèbre, au mouvement de la patrie française et pendant un moment de l'Action française. Donc, c'est un farouche adversaire des francs-maçons. Les francs-maçons lui rendent bien ouvertement, dans l'époque très agitée, vous savez, qui précède la Grande Guerre. Il est proche des milieux des facultés catholiques de Lille et du journal La Croix. Il est dans les cercles de ceux qui sont pour une république cléricale et nationaliste. C'est un peu un catholique, on pourrait dire un catholique intégral. On lit, quand on tombe sur des documents de ces milieux-là, on sent la peur. Alors c'est une peur qui n'est pas, c'est une peur avouée, franche, peur d'une France dissociée et décérébrée et déstabilisée. Donc il y a ces gens qui vont vers les valeurs ou les mots que j'ai cités. Mais, comme signalé par son ami architecte Achilliac, LMC est une âme vaillante, et la Grande Guerre va le démontrer. Une âme vaillante qui s'est souvenue de la devise de son père. La devise de son père, c'était art, science et probité. Dès septembre 1916, ça c'est un élément important du livre, dès septembre 1916, réfugié à Paris, il fait publier et signe un manifeste dans le journal Le Télégramme, un texte qui défend les régions envahies et exige leur reconstruction grâce à des plans d'aménagement et d'extension obligatoires qui concilient les intérêts généraux et les intérêts particuliers. Adepte d'une loi, la loi Cornudet, et défenseur d'une loi qui va être votée en mars 1919, il défend avec ardeur et conviction les coopératives de reconstruction, coopératives qui concernent les petits propriétaires. Il ne cesse de revenir à la charge dans les journaux ou dans les discours aux tribunes. Il a peur des cafouillages et des aigrefins. Il veut une reconstruction juste et ambitieuse, efficace et harmonieuse. Il dit « Vous ressusciterez pour affirmer à la face du monde libre et pacifié que l'esprit a vaincu la matière, que la voix mystérieuse du sol a été plus forte que la brutale férocité. » Dès 1916. Une petite parenthèse pour dire qu'on comprend qu'il a été marqué d'autant plus marqué par la Grande Guerre que c'est lui, Tim, si tu peux passer l'image suivante, c'est lui qui a dessiné le projet, c'est pas lui qui a construit le palais de la paix à La Haye, mais c'est lui qui a dessiné le projet de palais de la paix qui s'est construit juste avant que la guerre n'éclate. Donc comment ne serait-il pas, lui, particulièrement sensible à ce qui a ravagé sa propre région? Il est tellement actif, c'est presque une mission sacrée, il est tellement actif en tant que membre de l'Institut, président de l'Office du bâtiment et de la Société centrale des architectes pendant toutes les années de la Grande Guerre juste après, qu'en 1918, il recevra les félicitations de ses confrères du Nord qui expriment leur profonde reconnaissance pour sa hauteur de vue. C'est un aspect qui, je pense, on sait qu'il est reconstructeur de la vallée de la Lys, mais je pense que l'aspect qu'il ait poussé les autorités françaises à la logique de reconstruction et une logique organisée est très important de cet engagement.
Alors voici un nouveau visuel de la guerre. Alors je voudrais quand même, parce que je parle de lui, de son rôle dans la reconstruction, mais je vais vous lire un texte qu'il a prononcé devant la conférence nationale du bâtiment à la fin de la Grande Guerre. La Grande Guerre n'est pas encore tout à fait terminée. Voici ce qu'il dit à la tribune devant des centaines de personnes. Il y a quelques semaines, je suivais la voie douloureuse qui de Cassel mène aux abords de l'île, zone où, pendant presque 30 km, ce n'est que désolation et mort. Pas une maison qui ne soit restée debout. L'âme attristée par les spectacles de désolation sans exemple, en même temps que révoltée par la science et conscience, si ce terme employé dans ce sens ne risquait pas d'être profané, par la science et conscience avec lesquelles le crime avait été commis, je revenais par le pays de la Lys vers la forêt de Dieppe. À peine avais-je dépassé l'endroit où fut Merville, cette petite cité autrefois riante et paisible, qui n'est plus aujourd'hui qu'un morceau de décombre, reste informe de 2500 habitations, quand sur la route bordée de troncs, semblant se tordre encore sous les rafales qui les avaient dépouillés, je rencontrai une femme déjà âgée, courbée sous le poids d'un ballot qu'elle portait à l'épaule, et qui, un bâton à la main, se traînait lentement, mais d'une allure décidée, bien décidée, vers la malheureuse bourgade. Je l'arrêtai et je lui demandai où elle se rendait ainsi. « Je vais à Merville, me dit-elle d'un air assuré. Mais lui dis-je, la mère, vous savez qu'à Merville, il n'y a plus rien, il n'y a plus un toit, plus un mur. Son regard, toujours aussi résolu, semblait se perdre et se fixer sur l'horizon. Je vais à Merville, me répondit-elle d'un accent qui dénotait sa décision irrévocable. Messieurs, dit Louis-Marie Cordonnier, voilà l'image de ces populations si durement éprouvées. Combien sont-ils ceux qui, contre le raisonnement, veulent absolument aller à Merville? Ils sont un grand nombre. Quant aux autres, aux hésitants, aux irrésolus, si on ne se hâte pas, ils ne reviendront plus. Ils ne reviendront plus. Quelle menace en ces 4 mots. Pour la reconstruction, donc, il va être très présent à Merville, mais aussi à Armentières, Bailleul, Comines, Laventie. Il est en effet le coordinateur de la reconstruction de la vallée de la Lys. Dans ce champ de ruines, il est à la fois conseiller esthétique, aménageur, bâtisseur, défenseur des coopératives. J'ai trouvé un article de journal où on explique qu'il organise au bar de l'Écho à Lille une réunion avec les habitants de Comines pour développer des coopératives à Comines. Et le journal dit qu'il a été très convaincant et que les Cominois sont heureux d'avoir trouvé cet interlocuteur. Il lutte contre les affairistes et les bureaucrates, il est en lien avec les élus, les décideurs, l'administration, les chefs d'entreprise et les petits propriétaires. Et puis, il veut donner un style, un esprit à cette reconstruction. Il évoque le génie de la race, la voix du sol, et du coup, il impose les perspectives néo-flamandes qu'on a à Armentières, Bailleul, Comines. En fait, le contexte lui est très favorable. Moi, j'étais surpris de voir, on pouvait le deviner, mais j'étais surpris de découvrir à quel point il y avait un courant régionaliste, mais vraiment exacerbé, dans les années qui ont suivi la Grande Guerre. Alors, on le trouve dans la revue Septentrion, par exemple, comme dans Nord Revue, Le Progrès ou le Comité flamand de France. Donc, on va juste voir rapidement, voilà, un projet enfin, il est omniprésent dans les journaux. Il veut vraiment accélérer le mouvement, il est très persuasif, très convaincant, avec une pensée très ordonnée sur ce qu'il faut faire dans la reconstruction. Alors maintenant, on va passer, ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment le livre s'organise. En fait, il y a une introduction, et puis après, on a pris une logique par territoire, c'est-à-dire que vous avez le littoral, vous avez la Flandre, vous avez la métropole lilloise, et puis vous avez enfin Artois et Sud. Vous avez donc l'identique pour les bâtiments qui se trouvent dans la métropole, mais vous voyez, si on regarde cette carte, je ne sais pas si vous le voyez assez bien, mais Artois et Sud, on s'aperçoit que c'est déjà de nombreux bâtiments, on ne s'attend pas à tel nom, et c'est des bâtiments d'une grande diversité, puisqu'il y a les grands bureaux à Lens, il y a des églises, etc. Et non seulement c'est des bâtiments d'une grande diversité, mais on s'aperçoit aussi que Louis-Marie Cordonnier a travaillé, on l'assimile souvent à la Renaissance néo-flamande, mais on découvre au fil des visites qu'il a aussi des penchants médiévaux, des accents néo-byzantins, des touches d'italianisme, des élans classiques.
On passe, voilà. Ici, à Armentières, vous voyez, on a vraiment la démonstration de l'architecte urbaniste, puisque c'est lui qui construit le beffroi, le clocher, mais aussi le monument aux morts, et puis sur la gauche, on ne le voit pas trop, mais il est bien là, le marché couvert. Mais les bâtiments les plus emblématiques, ceux-là, ils sont emblématiques, ils sont repérés, ils sont bien connus. Je crois qu'ils ne doivent pas occulter la diversité des chantiers qui ont été engagés ici et là dans la région. En vérité, si on fait un peu le bilan, mais sans être exhaustif, il a travaillé en lien avec toutes sortes de personnes. Par exemple, les mineurs polonais à Oisier, pour Notre-Dame des Mines, les joueurs de golf au Touquet, les tennisman à Ardelot, les familles de poilus dans les villes dévastées, les élites citadines, les maires républicains, les paroissiens qui attendaient une nouvelle église, les capitaines d'industrie, les actionnaires de la Société des mines de Lens pour les grands bureaux. Donc vous voyez quelque chose de plus divers qu'on peut peut-être le penser d'abord. Qu'est-ce qui a guidé la carrière foisonnante de ce grand bâtisseur? Benoît y reviendra. D'abord, je pense, une grande foi en son métier exercé dans sa globalité, des plus petits détails décoratifs au grand plan d'aménagement. Ensuite, des principes de base, célébrer la patrie, le rêve, magnifier l'autorité, encourager la spiritualité, laisser un héritage, c'est clair et sans complexe. Et puis, bien sûr, vous le savez, vous le ressentez, encourager l'enracinement, l'identification. Mais cet enracinement, cette identification, je crois qu'il ne les voit pas du tout avec une idée de recroquevillement. C'est pas ça. Par exemple, quand il s'adresse aux jeunes pris de Rome, voici ce qu'il leur dit, aux jeunes étudiants qui veulent devenir architectes. Écoutez ce qui se passe au plus intime de vous-même. Il s'agit de ne jamais descendre, de vous élever toujours pour bien regarder. Il vous faut être ému et laisser libre cours aux élans de votre sensibilité. En pleine possession de vos moyens d'expression, vous serez de votre temps et de tous les temps. À son fils, son petit-fils, donc le papa de Benoît, devenu tout juste architecte, il a eu ces mots simples et touchants. Reste un homme de devoir, un bon chrétien et un acharné travailleur, et tu rempliras brillamment une belle carrière. Voilà le texte de cette lettre qui a été repris partie. Alors bien sûr, Louis-Marie Cordonnier, on peut dire qu'il est d'une autre époque, d'un autre temps. C'est le temps des grands récits, des grands mythes. Alors je l'écris avec des majuscules, la raison, le progrès, l'âme, l'histoire, le travail, les rôles, la famille, la notabilité. On est très loin peut-être de notre époque. Mais je pense que c'est un temps qui justement, du coup, nous fait signe avec force, sous le signe des défis accomplis et des épreuves surmontées, un temps d'identification forte et assumée. Alors, à ce propos, mais on pourra en débattre longtemps, peut-être qu'il y aura des questions, c'est un temps qui interroge le nôtre, et justement, quelle est notre vision du patrimoine? Quel est celui que nous souhaitons transmettre? Comment nous souhaitons le transmettre? On va voir maintenant une image saisissante. Voilà, c'est Benoît lors d'une de ses visites. Au cœur du livre, vous allez trouver il y a un cahier plus intime, plus familial, avec des documents inédits, c'est-à-dire des lettres, des photographies, des objets. Et dans ce cahier, Benoît évoque le chemin de mémoire qu'il a engagé. Le voici à Merville sous le beffroi. Alors je peux dire que tu en as monté des escaliers, visité des beffrois, des églises, etc. Puisque vous avez vu qu'il y a 22 noms de communes citées en couverture, eh bien nous sommes allés partout, surtout Benoît, quelquefois même, à plusieurs reprises. Donc Benoît, je vais te laisser la parole pour justement évoquer ce chemin de mémoire que tu as mené sans te fatiguer, car tu as dû hériter de l'arrière-grand-père, comme ça, un peu une qualité d'être infatigable. Voilà, je passe la parole à Benoît et merci de votre attention. Merci Bruno. Bonjour mesdames, messieurs.
C'est un honneur et une fierté pour moi de me trouver aujourd'hui à Comines parmi vous. Je vous en remercie. Au-delà de ma présence, c'est surtout à Louis-Marie Cordonnier que vous rendez hommage, et à cela je suis aussi très sensible. Il m'a fallu attendre la retraite pour découvrir toute l'importance de l'œuvre architecturale de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Mon éloignement de la région pendant de longues années et les contraintes de la vie courante ne m'en avaient guère laissé le temps. J'ai quitté l'île en 1984 pour revenir à l'initiative de mon épouse, ça fait petit, en 2018. Toute l'époque où j'étais absent de l'île, j'étais loin du patrimoine, j'étais loin de tout. Et c'est en remontant dans le Nord qu'à l'instigation de mon épouse, qui m'avait dit ça serait bien que tu écris quelque chose pour tes enfants, tes petits-enfants, sur ton grand-père, surtout ton arrière-grand-père. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, peut-être, effectivement, je ne sais pas écrire, mais un chemin de mémoire, on va essayer de faire un chemin de mémoire. J'ai entamé ce chemin, j'ai rencontré un certain nombre d'élus dans les communes, de présidents d'associations et autres. Et à chaque fois, j'avais une réaction. J'étais en face de gens qui avaient comme une attente en me disant Cordonnier, oui Marie, oui, il y a eu une exposition, oui, il y a eu une conférence, on connaît quelques thèses qui ont été écrites sur ce sujet. Il y a eu des articles dans la presse régionale, nationale, mais il n'y a aucun livre qui rassemble l'ensemble de son œuvre le plus exhaustif possible. Ce qui fait que d'un petit travail pour mes enfants et petits-enfants, je me suis trouvé au pied du mur en disant qu'est-ce que je fais. Alors j'en ai parlé avec Bruno, que je connaissais, qui avait écrit un livre sur le palais de la Bourse, qui avait fait un documentaire sur Louis-Marie Cordonnier. Et Bruno m'a dit, Louis-Marie Cordonnier, ça me passionne, donc je le fais avec toi. À partir de là, comme je dis souvent, est-ce que tu peux passer? On peut voir un petit extrait. Parce que j'ai parlé du film de Bruno, il y a 2 petites minutes, le début du film qu'on peut vous présenter, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est un peu le tout début du chemin de mémoire. C'était le tout début du chemin de mémoire. Au son ? Oui, bon, alors je vais essayer de commenter, c'est assez facile, vous me voyez dans le palais de la Bourse. La grande coupole du haut. Sous la coupole. Je l'examine parce que je ne la connaissais pas vraiment, j'étais parti relativement jeune de l'île, et puis un petit peu en dehors de l'architecture. Au premier étage, dans les coursives, une petite salle d'attente pour les personnalités qui venaient de la chambre de commerce. Là, on va rentrer dans le bureau Kuhlmann, le bureau du premier président de la Chambre de commerce, qui depuis 2 jours s'est ornementé de nouvelles choses, dans la mesure où en face du tableau de Kuhlmann, sur l'autre mur, j'ai offert un tableau de représentant de mon arrière-grand-père en tenue d'académicien, et on a procédé à l'accrochage de 40 tables. Là, vous devinez, il y a beaucoup de marches. Mais ça vaut la peine, là-haut, il y a un point de vue magnifique sur la ville. C'est un lieu qui n'est plus autorisé à la visite. C'était assez émouvant quand j'étais là-haut de me dire, il y en a un autre qui est monté là plusieurs fois avant moi, il devait voir un peu la même vue. Là, je suis censé faire des commentaires sur le dessous. Bon, je vais pouvoir enchaîner peut-être. Donc Bruno me donne son accord, il me dit ok, Benoît, je le fais. Je dois reconnaître aussi maintenant
certainement que sans Bruno Guterres, je n'aurais sans doute pas pu faire passer ce message aussi bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je pense que mon arrière-grand-père, qui nous regarde certainement, doit ressentir de la fierté, de la reconnaissance pour tout ce travail. Ce travail qui nous aura permis d'ouvrir ou de rouvrir les portes de ses œuvres pour laisser s'épanouir les générations actuelles et les suivantes. Et ce, je le souhaite sincèrement pour longtemps encore. Louis-Marie Cordonnier, comme on vous l'a dit, est né à Aubourdin le 7 juillet 1854. Il est le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Il passera son enfance à Aubourdin sans problème. Il vit dans une famille, dans un climat d'affection, de ferveur religieuse qui marqueront profondément sa vie et son œuvre. Il fait ses études primaires à Aubourdin, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. Il racontait que le maître d'école qui lui enseignait le dessin, disait-il, avait une façon particulière d'accentuer pour l'indocile qu'il était la précision de son enseignement. Il s'est rapidement révélé être, confirmé, un élève dissipé et turbulent, voire chahuteur. Ses parents, sa mère surtout, se montraient très sévères et exigeants. Mais il leur en garda toute sa vie une profonde reconnaissance. Son seul intérêt était le dessin. C'est ainsi qu'à 9 ans, il remporta un premier prix de calligraphie à Londres. Déjà, il montrait des qualités maîtresses d'application, de sûreté de main et le sens de l'harmonie qui ne le quitteront jamais. En octobre 1862, ses parents l'envoient rejoindre son frère Jean-Baptiste, comme Bruno vous l'a dit, au collège de la Providence, que l'on connaît tous bien. Il y passera une dizaine d'années dont il gardera un souvenir inoubliable à différents titres. Il était toujours turbulent, bavard, et les punitions ne manquaient pas. Durant toute cette période, il a conservé un contact épistolaire très étroit, c'est-à-dire des courriers 8 à 10 jours maximum, avec ses parents qui lui répondaient pendant 10 ans. Nous avons toutes ces lettres, je peux vous dire qu'il y a de quoi. Ça donne des frissons dans le dos quand on voit un peu la sévérité des parents, la sévérité de l'enseignement. C'est pas grave, il écrivait, il restait en contact, il communiquait ses résultats. Et souvent, il demandait à ses parents des exemples pour les inscrire. Par exemple, lui et son frère à des cours de musique ou des cours de dessin. Et les parents qui tranquillement répondaient non, tant que vos résultats ne sont pas malheureux, il n'y a pas question. Très jeune, il va s'inquiéter de sa vocation. Donc ça, c'est assez intéressant. Et change souvent d'avis. Alors, ça commence en 1869, à 15 ans. Et il écrit à ses parents que sa vocation, ce sera à l'école polytechnique. Les années passent. 3 ans plus tard, en 72, 18 ans, il leur écrit « Je serai architecte car je ne crois plus maintenant que ce soit une vocation d'aller à Saint-Cyr. » Et un mois plus tard, il écrit « Pour ma vocation, je pense qu'elle est à peu près déterminée. Maintenant, j'essaierai d'aller à l'école forestière de Nancy afin d'en sortir au grade général, mais dans les eaux et forêts. » Il ajoute « Je fais de grands progrès au piano. » Il est quand même pas mal préoccupé par sa vocation. 2 mois après, le 12 mai, il déclare, toujours par écrit, « Pour ma vocation, elle n'est nullement déterminée. C'est bien fâcheux, car une fois déterminée, je pourrais m'y consacrer à travailler et bien la remplir. Je pense cependant que, quelle que soit ma vocation, il me faudra des mathématiques. » C'était son problème. En juillet 72, il écrit à ses parents « Ma vocation est presque irrémédiablement arrêtée. Je vais viser l'école centrale, tâcher d'y entrer pour sortir ingénieur et m'établir architecte à Lille avec le titre d'architecte ingénieur. Cela pourrait jeter de la poudre aux yeux. En attendant, occupons-nous de notre baccalauréat. Je le passe à Rouen le 31 juillet et le 1er août. Baccalauréat avec latin grec à Rouen. On parle moins de mathématiques et cela devra se rattraper plus tard. Enfin, à la fin de l'année 1872, après avoir passé son baccalauréat, il écrit encore à ses parents « Il y a une grande question à décider. C'est celle de ma carrière.
J'aurais bien du goût pour l'industrie roubaisienne ou pour la malterie. Je commence à cogiter beaucoup. En 1873, il fera son service militaire au régiment de génie à Arras. Et en 1874, sur les conseils de son père, il rentre à l'école académique de Lille, où il prépare le concours d'admission à l'école des Beaux-Arts à Paris. Le 15 avril 1875, il est reçu. Il écrit à ses parents « Je suis admissible, me voilà élève de l'école des Beaux-Arts, combien je suis heureux de ma nouvelle vie. » Il est l'élève d'un monsieur André, qui est un professeur assez réputé à l'époque, qui donne une réception dans l'atelier le 25 mai, et où Louis-Marie Cordonnier déclare « Je suis dans l'architecture jusqu'au bout ». Les études se poursuivent, il remporte de nombreux succès en dessin d'ornement, plusieurs mentions en stéréotomie et en esquisse. Stéréotomie, pour ceux qui comme moi, qui ne connaissent pas, c'est la science de la taille et de la coupe de la pierre. En 1884, en 1880, il rentre en première classe. Et en 1881, Louis-Marie Cordonnier quitte l'école des Beaux-Arts de Paris, malgré les exhortations de son professeur André, qui avait souhaité le voir passer le prix de Rome. En fait, il répondait favorablement à son père, qui lui demandait de venir l'assister dans son cabinet de Bourdin. Et ainsi donc, contrairement à ses autres collègues, il ne s'installe pas à Paris, mais revient de sa ville natale, Bourdin. Durant 3 ans, il travaille avec son père, Jean-Baptiste. Il exécute des plans, fait des devis, mais ne signe jamais. Il bénéficiera des conseils de son père et surtout profitera de la notoriété importante du cabinet. Le maire de Los, un ami de la famille, demande à Jean-Baptiste Cordonnier de réaliser un nouvel hôtel de ville. Jean-Baptiste, qui était retenu par d'autres projets, a confié le projet à son fils, Louis-Stanislas, Louis-Marie, qui a entrepris le projet de la construction de l'hôtel de ville. Cette première œuvre, comme l'a dit Bruno, est un franc succès. C'est un coup de maître qui fera même l'objet d'une publication dans les monographies des bâtiments modernes. Jean-Baptiste Cordonnier fut le conseiller et le mentor de son fils. Il lui légua ses qualités professionnelles et son ardeur au travail. Il lui communiqua aussi son attachement à une région où la famille était implantée depuis des siècles. Et Louis-Marie en conservera toute sa vie un souvenir ému. Ainsi, confiait-il lors d'un banquet qui lui avait été offert à la suite de ses succès à La Haye, il déclare « Je me rappelais celui dont le nom ne peut être séparé du mien et qui fut, lui, mon premier maître, mon initiateur à l'art de l'architecture, ma direction première et mon encouragement. » En 1884, Louis-Marie Cordonnier créera son cabinet d'architecture à Lille, rue Négrier, puis rue Marais. En 1880, oui, alors là, la petite anecdote, cabinet rue Marais, rue Négrier, puis rue Marais. Ensuite, Louis-Marie Cordonnier habite rue d'Angleterre. La rue d'Angleterre avait un jardin qui communiquait avec le cabinet, et donc il y avait un petit passage qui permettait d'aller de la maison au cabinet, ce qui était très pratique pour lui. Et pour moi, qui était tout gamin, tout jeune, c'était un jeu d'aller de l'un à l'autre. Et j'ai un autre souvenir, c'est que c'est aussi dans cette maison, quand il y a eu les bombardements en 1944, je me souviens encore qu'on descendait dans les cales, toute la famille, pour protéger les bombardements. C'était cette fameuse rue d'Angleterre. Son cabinet se développera très vite et comptera jusqu'à 30 collaborateurs au moins. Ceux-ci le dépeignaient comme un bourreau de travail, aussi exigeant pour lui qu'avec eux. Il était très strict sur la discipline, mais aussi très apprécié et respecté. Il pouvait rester à son bureau de 7h du matin à 19h le soir avec sa pipe et ses crayons. Il était parfois d'une grande distraction, au point de venir un jour à son cabinet avec sa veste, sa chemise, sa cravate et son pantalon de pyjama. Ou alors, un autre jour, il appelle la police pour signaler le vol de sa voiture devant son cabinet. En fait, la voiture était dans son garage.
Mais les voitures, c'est une de ses passions. Et il a d'ailleurs été l'un des tout premiers à Lille à passer son certificat de capacité à conduire. Il occupait ses loisirs et ses vacances à peindre. Il a réalisé de très nombreuses aquarelles, dont beaucoup sont toujours réparties de la famille. Il était aussi passionné de photographie. Il a réalisé de très nombreux déchets, on en a vu tout à l'heure. Un grand nombre nous sont restés. Il a fait partie de la Société française de photographie à Lille, dont il a été vice-président en 1996. J'ai toujours, moi, une médaille de vermeil qu'il avait eue à l'occasion d'une exposition à Lille en 1993. Louis-Marie Cordonnier est décédé le 20 novembre 1940 à Périac, en Dordogne. Il sera inhumé dans le caveau familial au cimetière de Bourdin. Il laissa le soin à son fils Louis Stanislas, mon grand-père, et à Louis-Jules Constantin, mon père, le soin de poursuivre sa carrière, son œuvre. Et pour finir, un projet est en train de naître, celui de faire don par la famille au musée de l'Hospice Comtesse d'un nombre important d'objets, de documents, d'aquarelles, de photos qui ont été prises par Louis-Marie Cordonnier ou son fils Louis Stanislas. Ce fonds devrait permettre d'organiser des expositions et d'autres événements pour mieux faire vivre, ou toujours faire vivre Louis-Marie Cordonnier. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose, si vous avez quelques questions, de les formuler. Et sinon, nous passerons à quelques dédicaces pour cette conférence. J'ai retrouvé le petit élément sur commune. En juillet 1919, lors d'une réunion organisée à Lille au bar de l'Écho du Nord, les communois entendent Louis-Marie Cordonnier défendre vigoureusement les coopératives de reconstruction et les méthodes américaines de centralisation des travaux. Alors le journal dit les sinistrés dispersés comptent. Non, voilà ce qu'il dit. Il dit les sinistrés dispersés comptent sur la pitié des autres, qui ne se font point là-dessus d'illusions. Dans le journal, on lit qu'en fin de réunion, un grand nombre de communois ont donné leur adhésion pour la création d'une coopérative. Après, il y a toute l'histoire du beffroi qui a été très bien contée sur le plan local. Et donc Cordonnier va s'occuper à partir de, je crois, oui, c'est ça, 1922. Et après bien des atermoiements et des complications. Oui. Enfin, moi, ce qui m'interroge toujours, c'est comment il a fait la correspondance avec Storès, qui a construit l'église en face, de deux styles complètement différents. Comment ils ont pu se mettre d'accord en fait sur l'homogénéité de cette place, parce que là on est carrément dans le néo-byzantin sur la Renaissance flamande. Mais si vous allez à Feuchy, si vous allez à Lorette, vous allez voir des couches néo-byzantines. Ah oui. En fait, c'est un architecte éclectique, Cordonnier, donc je pense que le face-à-face... Ça ne l'a pas dérangé, en fait. C'est l'histoire qui nous fait Oui. signe sous des formes différentes. Par contre, le lieu de la décision communale, il est toujours un peu dans le style néo-flamand. Mais on a visité avec Doigt et Tina des lieux où les touches byzantines ou art déco, sous l'influence de son fils, sont fort développés. Vous le vivez mal, ce face-à-face, ici à Commune? Non, au contraire, c'est formidable. L'un l'autre se valorise. En fait, ça interroge toujours. Ça interroge, Encore ce matin, il y a des gens qui me posaient la question comment ça se fait que c'est comme ça, par rapport à des gens qui venaient de Villeneuve d'Ascq, ne comprenaient pas comment on a pu faire une église d'un style si différent par rapport à. C'est l'histoire qui nous fait signe de façon très différente. Bah, c'est super pour. Ah oui, parce que bon, à l'origine, c'était pas ce projet. Enfin, on avait d'autres projets qui étaient vraiment plus classiques du Nord. Et ça a vraiment été tout un pas qui a été franchi avec ça. Qu'est-ce qui décide d'accepter la construction dans la cité? Ah ben là, c'est le conseil communal qui a décidé. Je demandais comment ça se passait. Est-ce que quelqu'un décide de donner l'accord? Pour construire dans un style différent, il faut l'accord de qui? Enfin,
Ben là, Ces grands monuments, à l'époque, c'est le conseil municipal qui a décidé. Hein. Oui. le conseil C'est le municipal, conseil municipal qui a décidé. Non. Je fais une précision à la Maison du patrimoine, les amis communes conservent une lettre de Maurice Thorez, de l'architecte Oui. de l'Église, qui s'adresse au maire de commune, donc Vincent Cousin, et dans lequel il évoque cet échange avec Louis-Marie Cordonnier pour vraiment agrandir la place et c'était plus petite avec lui. mais c'est le maire qui donnait son accord. Bah, c'était un échange. Du bâtiment. Il y avait une commission dont faisait partie le maire, bien sûr, et après, il y a eu un débat avec l'architecte et cette commission. Après, quand il s'agit des hôtels de ville et des aménagements urbains, la loi Cornudet, le maire propose, il dessine son plan, mais il est validé après par une instance et après il passe sous la signature du préfet. Donc c'est des instances qui sont composées de gens d'univers artistique, des travaux publics, etc. Par contre, après, le clergé, l'évêché, lui, a sa propre logique et travaille avec ses propres budgets. Mais à partir du moment où l'État donne de l'argent, c'est contrôlé par pas mal d'instances. C'est assez compliqué et parce que les projets sont quelquefois retoqués pour des raisons esthétiques ou d'hygiène, mais quelquefois aussi pour des raisons budgétaires et on les revoit pour qu'ils collent mieux à la règle. Pour les élus, c'était très difficile de maîtriser les budgets. On voit Donc il y a des périodes où ça va. C'est correspondant dans les archives. Mais malgré tout, la municipalité Oui. comme une empreinte. L'élan initial, c'est le maire en lien avec l'architecte ou les architectes. Là, il y a 2 architectes de Tourcoing qui ont travaillé. Oui, Maillard et Norman. Voilà, c'est comme ça que ça se... Enfin, c'est le maire et les élus. Mais moi, je me suis appelé, d'après ce que j'ai pu lire à Dunkerque ou ailleurs, c'est souvent le maire qui est vraiment c'est lui qui prend les décisions. Et c'est lui qui fait des choix. Ouais. Et c'est d'ailleurs le maire. Mais maintenant, ça se passe plus comme ça. C'est différent selon les époques. Ah bah maintenant, on a les architectes des bâtiments de France. Maintenant, on peut plus faire C'est combiné en zone de production de patrimoine. Quand dans les villes détruites, il y a eu le cas à Bailleul, à Armentières, dans d'autres villes. Mais c'est d'une complexité administrative à l'époque. Ici, on avait la brèche du château qui a été détruite après la Première Guerre aussi, parce qu'elle elle était classée. Elle a dû être aussi tout un... C'est pas clair comme histoire, ça a dû être déclassé pour pouvoir la détruire. Je précise que pour l'église, il y a eu énormément de projets très très différents. On retrouve dans les archives des plans plus classiques, plus régionalistes, plus flamands, jusqu'au byzantin. Et moi, j'avais lu que c'est pas le préfet qui avait recommandé au maire les architectes pour l'église, non? Non, le maire connaissait Maurice Thorez. Il le connaissait. Il a eu l'appui du préfet, alors après. Peut-être, oui. Et c'est Thorez qui a pensé à faire appel à ce Oui. Et donc, comme ils faisaient partie du même mouvement, l'Arche, ils faisaient partie de l'Arche, c'est pour ça que... Moi, je voudrais poser une question à monsieur. Est-ce qu'il y a dans la famille de Cordonnier des architectes actuellement? Oui, est-ce que c'est frère en fils? Alors on va passer, attendez, on va vous passer un petit extrait de film qui tu l'as ou pas sur le web? Vous allez avoir la réponse. Ah, si on n'a pas le son, on va pas le voir. On n'a pas de son? Non. Et quelqu'un qui est tellement passionné, je veux bien voir ça dans les jeunes. C'est le nouvel architecte. C'est l'espoir de la famille. On va obligé de le repasser, voilà, je vais expliquer. Alors Benoît est interrogé à Ardelot devant les belles villas qui restent de l'architecte Cordonnier et tu parles de la dynastie de la ville. Je vais vous apporter la réponse parce que là, il y a manifestement un petit problème. Donc, le discours là, à Ardelot, c'était de dire qu'il y a eu Jean-Baptiste Cordonnier, qui était mon arrière-grand-père. Ensuite, Louis-Marie Cordonnier, mon arrière-grand-père, architecte. Ensuite, Louis-Stanislas Cordonnier, architecte, mon grand-père. Ensuite, Louis-Jules Constantin Cordonnier, mon père, architecte. Après, vous avez Benoît-Louis Cordonnier, pas architecte,
pas architecte. Et dans le film, je présentais mon dernier petit-fils qui venait d'avoir 15 jours, et je présentais le dernier Louis Cordonnier, qui évidemment n'est pas encore architecte. Il s'appelle Darson. Voilà. Et moi, je n'ai pas été architecte sur les conseils de mon père, parce qu'on me pose souvent la question. Et à l'époque où je pouvais m'orienter, mon père m'avait déconseillé de poursuivre les écoles d'architecture parce qu'à ses yeux, à l'époque, l'architecture n'était plus ce qu'il avait connu, lui ou son père ou son grand-père, mais que ça devenait un métier d'ingénieur béton, de constructeur, de promoteur. Lui-même, dans sa carrière d'architecte, n'a pas fait de choses emblématiques comme on pu faire mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Donc il s'est dit, bon, pourquoi il n'a pas voulu m'emmener, et moi ça m'arrangeait parce que les études étaient très longues, finalement. Accessoirement, ça m'a rendu service parce qu'après toute cette histoire de chemin de mémoire que mon épouse m'a incité à faire, là, c'était peut-être plus facile pour moi de prendre du recul par rapport à tout ce travail, toute cette œuvre architecturale. Je voyais mal mon père le faire alors qu'il avait la tête dans le guidon et dans les soucis quotidiens tous les jours, et par rapport à son père à lui, c'était pas évident. Donc moi, je pouvais prendre plus de recul, et puis j'avais surtout Bruno à côté qui maîtrisait bien tout le sujet, donc voilà, donc pas de regret particulier, mais même si je n'ai pas été architecte, je ressens quand même une fierté, je dois vous dire, chaque fois qu'on se déplace dans des immeubles si beaux, si imposants, ça ne peut pas rester indifférent, c'est pas possible. Donc je suis ravi d'avoir pu faire ce chemin de mémoire, je remercie encore mon épouse. Votre descendance, vos enfants? Alors non, parce que je suis, comme je vous l'ai dit, je suis parti à Nice, où j'ai fait ma carrière, mes enfants, qui ont été loin de tout ce contexte, bon, et eux-mêmes sont partis sur des rails, ils ne sont pas architectes, donc peut-être que maintenant, peut-être petits-enfants, je ne sais pas, on verra. On verra. Je vous en prie. Première question, quelles étaient ces coopératives de reconstruction, comment elles fonctionnaient? Et deuxième question, quelles étaient quand même les influences artistiques de Louis-Marie Cordonnier? Oui. Il y a eu l'art nouveau, l'art déco. Alors, Qui a été influencé par ça? écoutez, c'est une bonne question, mais je vais vous passer Bruno qui a fait partie d'une commission et il va vous répondre. Les coopératives de reconstruction, c'est un sujet passionnant qui a été étudié par il y a une thèse d'une étudiante qui se trouve aux archives départementales du Pas-de-Calais, si jamais vous voulez vraiment fouiller la question. Elles sont très nombreuses dans le Nord, il y en a quelquefois plusieurs dans la même ville parce que il y a des groupements d'individus qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, enfin il y a forcément un animateur à la tête des coopératives, et si c'est une personnalité un peu clivante, il peut y avoir deux coopératives dans la même ville. Le principe, c'est que c'est des habitants qui se groupent et qui, du coup, vis-à-vis de l'État et des aides qui arrivent de l'État, ont des facilités administratives, ont des moyens plus importants parce que c'est subventionné par l'État, encouragé par l'État, et surtout ils bénéficient je citais tout à l'heure, je crois, le travail à l'américaine, c'est simplement de centraliser les travaux. Et c'est très important parce qu'à l'époque, tous les matériaux arrivent au compte-gouttes, enfin on est dans une situation infernale, quoi. Et donc le fait d'être en coopérative, ça donne plus de puissance, quoi. Après, les coopératives choisissent leur architecte. C'est elles qui le décident. Alors les coopératives, elles sont en lien, il faudrait regarder plus précisément, mais elles sont en lien avec rien ne peut se faire sans être en lien avec les élus, quoi. Mais c'est vraiment de faciliter, alors ça facilite la reconstitution en fait. C'est-à-dire il y a des facilités administratives pour recadastrer la maison, là où elle se trouvait, retrouver les papiers, etc. Et reconstruire à l'identique et bénéficier de moyens qui sont
définie en fonction de ce qu'on savait de l'état de la maison. Ça a été très important parce que sinon les gens avaient affaire à des gens qui leur disaient bah, je reconstruis votre maison, et puis c'est des aigrefins qui venaient de Paris. La période d'après la Grande Guerre, moi j'ai regardé un peu les journaux qui suivent les années 19, 20, 21. Les pages régionales des journaux sont bourrées d'affaires, de crimes, c'est une époque violente, très déstabilisée. Donc le rôle qu'il a joué, Louis-Marie Cordonnier, là, c'est très 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 important, hein, en incitant tout de suite les gens à se grouper. Il ne leur impose pas un style, hein, il leur donne ses préférences, etc. Mais par exemple à Bailleul, il y a 2 coopératives de reconstruction. Il y en a une qui est très typée Renaissance néo-flamande et qui travaille avec un architecte dont j'ai oublié le nom. Et il y en a une autre où les gens ils ont envie d'être un peu plus libres de ce qu'ils veulent faire, et ça donne lieu à des habitats un peu plus hétéroclites. Et la thèse que j'ai lue, là, qui est générale, mais qui se concentre notamment sur Béthune-et-Land, elle montre à quel point c'était très très important. Alors on voit au fil des années que dès l'après-guerre et puis après, au fil des ans, ça ne cesse de se développer. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent aux coopératives. C'est un principe c'est formidable après une grande guerre de temps de ravage, mais ce serait peut-être pas mal non plus ensuite. L'idée de groupement, de citoyens, de gens qui groupant leurs moyens, obtiennent plus de facilité. Et quant au style, en fait, on le dit néo-flamand, Louis-Marie Cordonnier, mais moi je pense que c'est vraiment un architecte historiciste, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement toute la panoplie des styles. Moi je ne suis pas un spécialiste de l'architecture, moi je raconte plutôt, le livre c'est plutôt raconter que d'écrire, mais il est complètement imprégné de tous les styles possibles, donc il n'hésite pas à mettre une touche moyenâgeuse dans un édifice néo-flamand, il n'hésite pas, enfin il est des touches de... Par exemple, l'hôtel de ville de Dunkerque, vous l'avez vu là, lui il trouve que c'est Renaissance française. Parce qu'il a lui il pense avoir donné certains éléments de Renaissance française et il pense que ces éléments sont plus forts ou aussi forts que l'esprit néo-flamand. Donc il est éclectique, si on peut dire. Et l'éclectisme, c'est un mouvement très fort à la fin du 19e et début 20e, notamment dans nos villes. C'est sans doute pour ça qu'il n'a pas été peut-être magnifié, compris, etc. Parce qu'il échappe un petit peu à un spécialiste qui a envie de le classer, hein, parce que le spécialiste il aime bien classer, voilà comment il est. Bah, lui, il est protéiforme. En fait, Benoît, je pense que ton chemin de mémoire, ça t'a justement poussé à découvrir des facettes auxquelles l'art déco dans les grands bureaux de Lens, on s'y attend absolument pas. C'est un bâtiment très classique, sobre, austère, puissant, et quand vous rentrez, c'est de l'art déco. Alors, sous l'influence notamment de son fils un peu. Donc c'est très difficile de dire quel style il a, et c'est pour ça qu'on l'a qualifié de bâtisseur, vous savez, parce que c'est un terme plus général. Et alors il construit souvent en lien étroit avec les élus, c'est-à-dire le maire de Dunkerque lui explique très bien ce qu'il souhaite et il s'adapte à la demande des élus. Quelquefois les élus changent et du coup les projets évoluent aussi. Et sans lui, on n'aurait sans doute pas cet éclectisme si présent dans notre région. En fait. Et c'est quand même, je trouve, alors sur un plan patrimonial, c'est particulièrement intéressant. Je voulais juste ajouter à titre d'exemple, c'est assez surprenant de voir qu'à 30 ans, il construit la basilique de Caudry. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, il y a vraiment un déplacement, style néo-gothique avec des voûtes de plus de 20 mètres. C'est surprenant quand on connaît les églises Saint-Va à Armentières ou à Bailleul, ou quand on regarde Notre-Dame de Lorette, ou quand on regarde ce qu'il a fait 45 ans plus tard, à 75 ans, la basilique de Lisieux. C'est pour vous montrer on parlait de grand écart, plutôt d'éclectisme. Ces 2 maîtres étaient Viollet-le-Duc et Garnier,
Mais je pense qu'il avait aussi ses visions. Il bougeait beaucoup, il voyageait, il allait chercher des sources d'inspiration. Il aimait bien la Cluny, il allait à Tournu, il allait à Vézelay, à l'étranger. Bon, on ne peut pas tout raconter là. Hein. Mais pour répondre à votre question sur l'éclectisme, effectivement, on trouve beaucoup de traces de choses différentes, mais toujours coordonnées avec le souci de la qualité des matériaux, le souci de la perfection du travail. Quoi. C'est sûrement un des... Ça c'est vrai, c'est que lui, il associe systématiquement de très bons artisans, de bons constructeurs, très bons constructeurs, et puis des artistes. Donc pratiquement dans tous les édifices qui se construisent, il y a cette profusion ornementale qui est frappante, hein, que ce soit dans les églises, les hôtels de ville, les opéras, etc. Donc il entraîne derrière lui des éléments de patrimoine qui ne sont pas seulement architecturaux, mais qui peuvent être de la décoration, du design, etc. De l'ameublement. Hein, il a dessiné, tu as retrouvé récemment le dessin de... Les tables. Non, la photo. Ah, Les tables sur lesquelles vous êtes. J'ai dit la toute dernière trouvaille, il y a 2 jours, quelqu'un qui avait assisté à la première présentation et qui dit « Ah, mais je vais vous envoyer une photo » et cette personne m'a fait parvenir une photo de la corbeille de la Bourse qui se trouvait dans le palais de la Bourse à Lille et qui évidemment ne se trouve plus, elle est maintenant à l'université de Lille. C'est une magnifique corbeille dessinée par Cordonnier, donc du coup on va aller la voir d'ailleurs. Mais on s'est aperçu qu'il était designer aussi. Il a dessiné des meubles, des tables, des chaises. On a vu au musée des Pluites. La table. Comment? La table. Ah oui, bon voilà, vous avez un magasin ici aussi. Hein. Puisque il faisait tout, les lustres, les appliques, le mobilier. On a même trouvé dans les archives des dessins de têtes de clous carrés et qui devaient être ceux qui devaient être utilisés pour fermer une porte, je ne sais plus quelle église. Il allait jusqu'au bout du détail. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions ou non? Alors pour ceux qui souhaitent, nous allons lire, peut-être M. Sanz va clôturer, puis après on passera. Alors je tiens à remercier chaleureusement messieurs Benoît Cordonnier et Bruno Wouters d'avoir animé cette conférence avec autant de passion. J'invite ceux et celles qui le souhaitent à faire dédicacer par ces messieurs l'ouvrage Louis-Marie Cordonnier, l'infatigable bâtisseur, lors du verre de l'amitié. Et je profite maintenant de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Madame Marie-Hélène Descamps et les membres de l'association La Peinture pour leur plaisir, qui ont exposé leurs œuvres dans l'Hôtel de Ville tout ce week-end, consacré aux Journées européennes du patrimoine. Comme chaque année, les tableaux réalisés par les artistes de l'association investissent les murs de l'Hôtel de Ville en cette fête, dont le thème national est cette année Patrimoine pour tous. Et il nous tient à cœur que ce bâtiment emblématique du cœur de la ville de Comines soit constamment animé et accessible au public et aux artistes. Je vous invite aussi à découvrir ces œuvres jusqu'au 1er octobre, ainsi que l'exposition Louis-Marie Cordonnier, Visage d'un bâtisseur, visible à la Maison du Patrimoine jusqu'au 24 septembre, qui nous est mise à disposition par Beffroi et Patrimoine Mondial, avec des pièces originales aussi issues de la collection familiale de Cordonnier. Voilà, je vous remercie de votre attention et sans plus attendre, je vous invite à partager le verre de l'amitié. J'ai juste un petit mot, c'était vous remercier, vous et la municipalité, de votre accueil, et comme vous en êtes le représentant, un petit souvenir.